C'est lourd quand tu es ici et que tu vois des gens mourir. Je sais que les commentaires vont en faire un débat politique. Je vais être franc, c'est un épisode assez lourd. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Juan. Je l'ai rencontré 12 heures après la mort de son ami, pas très loin de ma terre de déshydratation. Vous allez rencontrer Pedro Alfonso, qui est sorti des buissons à une dizaine de mètres de moi. Vous verrez 2 gars danser devant ma caméra et comment je les ai sauvés à près de 1000 km. Je vais garder toutes mes réflexions et opinions sur ce sujet pour la fin de l'épisode. Pour l'instant, je veux juste raconter l'histoire, et je pense que l'histoire parle d'elle-même. C'est lourd quand tu es ici et que tu vois des gens mourir. Si tu te souviens de l'épisode 5, j'ai eu un rendez-vous à Sierra Blanca pour rencontrer un entrepreneur nommé Ruben, qui en fait ne s'est jamais présenté. Et ça m'a laissé dans un drôle de dilemme. Est-ce que je devais laisser mes affaires au camp ou est-ce que je devais revenir au camp ? 2 heures sur la route de terre, puis 2 heures de retour à Sierra Blanca avant de rentrer chez moi, je savais que j'aurais dû tout ranger dans le camion, juste au cas où. Je sais que c'est illogique d'y aller en voiture, je dois juste rentrer, mais c'est vraiment nul. Depuis Sierra Blanca, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je suis au milieu du désert, qui toucherait à mon campement. J'avais aussi installé une caméra de chasse pendant ce voyage, et j'ai eu la première image. Et j'étais vraiment excité, mais ce n'était pas le genre d'animal que je m'attendais à voir. C'était 4 hommes en tenue de camouflage, portant de lourds sacs à dos. Ça ne veut pas forcément dire trafic de drogue. J'ai parlé à un adjoint ici qui a dit que c'était probablement du 50-50, et j'ai toujours porté une arme ici. Mais ça n'a fait que renforcer cette mentalité. Au prochain voyage, je revenais. Je pensais à quelqu'un qui avait vu mes affaires. Est-ce qu'elle serait toujours là ? Il y a 6 semaines, j'ai quitté l'endroit de façon inattendue, et j'ai laissé toutes mes affaires, mon matériel de camping, mes réserves d'eau, mes médicaments et mon iPad. Et je n'ai aucune idée si tout ça sera encore là ou pas. Là, je m'apprête à descendre dans le canyon, faire quelques virages, et ensuite je vais voir ce qu'il y a là-bas. Je contournais le virage qui marque la limite de ma propriété, et j'ai vu ce gamin qui marchait simplement sur la route. Encore une fois, 2 heures sur une route de terre, je n'ai vu aucun signe de vie. Soudain, tu vois un gamin en sweat à capuche, sans rien, marcher sur la route. C'est choquant. Non, ce n'est pas mon cousin. Nous sommes juste un groupe. Je suis triste pour eux. As-tu de la nourriture ? Oui, j'en ai. D'accord. De l'eau aussi ? Oui, mais je l'ai trouvée là-bas. Oui, sur mon terrain. Oui, c'est ma propriété. Mais je suis content que tu aies découvert mon eau puisque tu en avais besoin. Utilises-tu une carte ? Oui, une petite carte et mon téléphone. À 8 km au nord de la rivière, il y a la colline que tu vois, elle s'appelle Eagle Peak. Et c'est par là. Et la ville de Van Horn est à environ 40 km. Comment tu t'appelles ? Mon nom ? Oui, Juan. Juan Sean. Je suis Sean, enchanté. Je sais que c'est une décision difficile et que ce n'est pas juste, mais je ne veux pas commettre un crime. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui ? Patrouille frontalière. On y va ? Tu veux marcher avec nous ? Et quand on reviendra, je libérerai de la place à l'intérieur pour que tu puisses monter avec nous. Ça te va ? Oui, que Dieu te bénisse. J'ai fait monter Juan dans mon camion et il était mort de peur. Il était absolument terrifié. Donc je n'étais pas trop inquiet qu'il m'attaque parce que je voyais bien qu'il avait bien plus peur de moi que moi de lui.
Mais quand on a affaire à quelqu'un qui est désespéré et qui ne prend peut-être pas les décisions les plus rationnelles, les mettre dans mon véhicule, où ils ont la possibilité de se battre et potentiellement de partir avec, pourrait me mettre dans une situation dangereuse. Donc à l'avenir, je gérerai cette partie différemment. Très bien, donc évidemment, il y a des choses plus importantes qui se passent. Je dois aider ce monsieur à se mettre en sécurité. Il a eu la chance de tomber sur mon camp et de se servir de l'eau. Je lui ai dit que j'étais heureux qu'il l'ait fait, sa vie compte beaucoup. La chose bien moins importante par rapport à ce que je ressentais il y a 5 minutes, c'est que mes affaires sont encore presque toutes là. L'eau est là, le réchaud a l'air d'être là. Mon sac à dos, je n'ai pas vérifié si mon iPad y est. Le lit de camp est là, donc on dirait que tout va bien et que presque tout est resté intact. Mais maintenant j'ai une priorité plus importante. Je vais essentiellement vider le camion, préparer toutes ses affaires, puis je vais emmener ce monsieur en sécurité. Environ 30 minutes après avoir trouvé Juan, un autre agent de la patrouille frontalière est simplement passé en voiture. Je lui ai expliqué la situation sur sa nourriture, son eau et signalé à l'agent un migrant probablement mort dans le désert. Voici Juan. Vous venez juste de le récupérer maintenant ? Il y a 20 minutes. Vous avez une pièce d'identité ? Je vais aller chercher l'autre gars. Pour les migrants qui traversent le désert et se retrouvent en temps de détresse, il y a un bouton d'urgence qu'ils peuvent appuyer et cela avertit les agents de la patrouille frontalière à proximité. Je ne connais pas le résultat. Probablement les amis de Juan ont appuyé sur la balise. Juan, que Dieu te bénisse. À bientôt, bonne chance. Et Juan était parti de son côté. Je lui ai souhaité bonne chance, je lui ai dit que Dieu le bénisse et que je prierai pour lui. Tu sais, je me sens vraiment coupable en ce moment. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'il vient d'endurer, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Je sais qu'il va aller bien maintenant, mais je suis vraiment bouleversé. Ayant vécu la rencontre avec Juan en une journée, alors que son ami est mort de déshydratation dans le désert, cette histoire n'a jamais été racontée. Personne n'est au courant de ça. Le gaz est mort, je ne sais même pas si sa famille le sait. Et il n'y a pas de corps. Et il a tout simplement disparu. Je viens de faire voler mon drone pour photographier ma propriété et j'ai vu 4 faucons tournoyer, ce qui me donne un mauvais pressentiment sur la présence du corps. Donc je vais envoyer le drone pour aller jeter un œil et appeler la patrouille frontalière pour qu'ils sachent en tout chercher le défunt. J'ai volé dans la direction où j'ai vu les 4 urubus tourner en rond. Je n'ai trouvé aucune preuve de la présence du corps. J'ai donc choisi de revenir à Sierra Blanca pour avoir du réseau et contacter la patrouille frontalière. Et Pacheco m'avait répondu par texto. Je lui ai fait savoir que j'avais vu les buses mortes tournoyer et que c'était à environ 900 mètres de ma propriété. Dans cette zone, je n'ai jamais vu de bus omnibus tournoyer. Je pense que c'est un cadavre. Juan et ses amis marchant dans le canyon où ses compatriotes ont succombé. J'ai l'intention d'y aller et au moins voir si nous pouvons trouver le corps afin qu'il puisse avoir un enterrement digne. Pour le meilleur ou pour le pire, nous n'avons trouvé aucun reste dans le canyon. Mais l'histoire des migrants traversant mes terres ne s'est pas arrêtée là. Oui, je pense encore à la recherche du corps de son ami avec un drone. C'est la seule et unique fois en un an passé ici que j'ai vu plus d'un vautour urubu à la fois. Donc je suis presque sûr qu'il s'est passé quelque chose de grave là-bas. Je pense que c'est en dehors de ma propriété, mais pas très loin. Et c'est un rappel de ce que c'est ici. Lors de ce même voyage, 2 jours plus tard, mon pote Brandon et moi sommes au pied de la route d'Oxford Canyon, en train de régler un problème mécanique sur un équipement. Ce type sort soudainement des buissons. Il s'appelle Pedro Alfonso, et il m'a fait une de ses peurs. La nuit, il y a un panneau, un feu de signalisation qui est bleu et rouge. Et tu peux le toucher ou quelque chose comme ça, ce truc, et la patrouille frontalière vient pour toi si tu en as besoin. Quand tu travailles simplement sur l'équipement, que tu t'occupes de tes affaires, tu es seul dans le désert. Et puis tout à coup, quelqu'un surgit à 3 mètres de toi, ou à une dizaine de mètres. Tu sais que si cette personne voulait me faire du mal, je n'aurais même pas su qu'elle était là.
C'est de l'autre côté de ces montagnes. C'est vraiment, vraiment, vraiment loin. Il était tout aussi peu préparé que Juan. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre, du moins pas à ce moment-là, qu'il était à un quart de mile du Rio Grande. Il était dehors depuis des jours. Il a 1 litre d'eau et il marche vers la route 90, qui est à 25 miles par là. Je lui ai souhaité bonne chance, donné de l'eau et à manger. Je ne pensais pas le revoir. Aujourd'hui, l'agent de la patrouille frontalière est passé en voiture. Je lui ai fait signe pour poser quelques questions de sécurité. Pedro Alfonso était sur la banquette arrière, ce qui a été un immense soulagement de le voir sain et sauf. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que lors de notre première rencontre, je lui ai dit « Si tu es en danger, il y a une balise de secours tout en haut de la montagne, qui clignote bleu et rouge. En cas de danger, appuie sur ce bouton et la police viendra. » C'est ce qui s'est produit. Il est monté, a appuyé sur le bouton, puis, assis à l'arrière, il m'a dit « Que Dieu vous bénisse. » C'est ainsi que je lui ai dit au revoir. Et je lui ai dit « Toi aussi, je te souhaite bonne chance, mais maintenant tu es en sécurité. » Pedro Alfonso a traversé au pied de la route du canyon d'Oxford. Mon ami Bill possède le ranch là-bas et il y a une passerelle qui traverse la rivière. Ce n'est pas difficile de comprendre comment traverser le Rio Grande. Tu peux voir la piste là-bas. Et les vaches se tiennent en houppe. Les humains sortent. Ensuite, tu traverses ici un petit fourré et voilà, l'Amérique. C'est là depuis 60 ans. Et à l'époque, il y avait plus de 50 personnes qui venaient du Mexique pour travailler la journée dans les ranchs locaux, puis qui repartaient ensuite. Ce qui montre aussi à quel point cette région a changé. Que la terre est tellement dégradée qu'il n'y a plus personne ici pour travailler. C'est comme si tout avait disparu. C'est une excellente raison pour lancer un projet de reverdissement et relancer l'agriculture ici, même si c'est dangereux. Quand j'ai parlé à un agent d'information publique de la patrouille frontalière, il vaut mieux l'entendre d'eux plutôt que de simplement me croire. C'est encore assez sauvage ici. Ils sont réputés violents. L'un des choses qu'ils font là-bas à Cortado, c'est qu'ils ont beaucoup de migrants portés disparus. Parce que les cartels rivaux sont tuant les migrants tentant d'être passés en contrebande à travers le territoire disputé. Oh mon Dieu! Ils en attrapent tout un camion, les interceptent, et ils disent, bon sang, qu'ils sont, entre guillemets, en train de les libérer. Ils les conduisent dans un désert isolé, les tuent et les enterrent. Les cartels les exploitent et les exposent à des dangers. En les laissant mourir dans le désert. Ils étaient non dans la tempête hivernale l'année précédente, je venais d'arriver ici. Mais dans votre région, ils les ont fait traverser la frontière pendant la tempête de neige et nous avons fini par faire plus de 200 sauvetages pendant la tempête. La cruauté, ils ne se soucient absolument pas du bien-être de ces migrants. Ils ne se soucient vraiment pas qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent qu'ils gagnent grâce à la contrebande. Ça me rappelle l'époque où j'ai essayé de traverser les montagnes d'Indio pour venir ici, en conduisant à travers le canyon avec mon pote Ken. Cette dame du Guatemala marchait dans un canyon désertique depuis 5 jours. Je n'ai pas filmé toute cette rencontre, même si Ken a pris quelques images dans son véhicule derrière moi. Elle était en bonne forme, avait assez d'eau et de nourriture, mais était prête à abandonner et chercher la patrouille frontalière. Donc je l'ai en fait laissé continuer son chemin parce qu'elle n'était qu'à 1 mile de la station de recherche et franchement c'était assez évident. Il faut juste suivre le chemin. Et puis, il y a ce rigolo. Bonjour, où mène cette route? Où allez-vous? Je me suis perdu. Avez-vous besoin de la patrouille frontalière? Je ne sais pas. Parce que ces voitures, c'est eux. Ils peuvent en vous secourir. Mais ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'ils vous sauvent, ne tentez pas votre chance. Vous êtes mieux comme ça. Ça va directement vers une ville appelée Sierra Blanca. Ce type me demande de l'argent. Tu n'as pas quoi? $? Non, honnêtement, tu n'en as pas besoin. D'accord, merci. Bonne chance. Nous sommes en plein désert. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du shopping quand tu arriveras à Prada Marfa. Il n'y a nulle part où dépenser de l'argent. C'est inutile. Parfois, les gens voient un gringo et pensent « Oh, de l'argent !» Comme je suis ici, j'ai déjà vécu ces situations où cette dame veut que je sois son Uber car elle est fatiguée.
où ce type me demande de l'argent, en plein désert. La vie devient ridicule. Et puis j'ai cette image très étrange qui apparaît sur ma caméra de chasse, donc c'était vraiment une expérience surréaliste. Je suis dans mon bureau, je travaille avec une équipe grâce à mon entreprise. Et puis, tu sais, cette image apparaît sur ma caméra de chasse. La façon dont il regardait concordait la caméra, c'était tellement intentionnel que j'ai eu la forte impression qu'il demandait les rangs de l'aide. Mais je regardais une image fixe. Ma caméra de chasse prend aussi des vidéos, mais il lui faut au moins 12 heures pour envoyer la vidéo, parfois 24 heures. Ce n'est pas conçu pour donner des mises à jour en direct. As-tu vraiment besoin de savoir si un cerf est à ta mangeoire maintenant ? J'ai dû décider sur le moment. Dois-je appeler la police des frontières pour ces types qui semblent secourus, ou est-ce que je les dénonce ? Et j'ai décidé que c'était assez clair pour moi que je devais appeler et respecter la demande d'aide de ces gosses-là. Et quand j'ai vu le vidéo, ça l'a définitivement confirmé. C'est une caméra, regarde, aide-nous. Tu me manques tout le temps. C'est ce tiraillement entre voir une pauvreté désespérée et des gens qui font des choix vraiment extrêmes parce qu'il n'y a pas de bonne option. Et puis il y a le côté comique, où les gens me demandent carrément d'être leur Uber, ou me demandent de l'argent. Ou juste observer des gens marcher sur la crête, lampe torche en main, la nuit. D'une certaine manière, je me suis mis dans cette situation parce que je savais que ce problème existait et j'ai acheté la propriété en le sachant. Mais je ne me suis pas engagé à regarder des gens mourir. En tant que Texan, je n'avais pas vraiment réalisé à quel point c'était grave, parce que je suis dans la région de Fort Worth. Et bien sûr, on voit des immigrés illégaux, mais ils travaillent, ils ont déjà fait le voyage, ils sont en sécurité, ils trouvent des emplois comme journaliers. Ils avancent vers la prochaine étape. Cela a rendu le voyage intéressant. Mais moi, j'observe le voyage en temps réel. Et donc moi, en tant qu'habitant de banlieue, je vois les reportages sur 50 migrants morts à l'arrière d'un semi-remorque à San Antonio l'année dernière. Et je n'ai aucun pouvoir ni autorité pour faire une différence. Alors ce que je choisis de faire, c'est de faire la différence que je peux. Je pense que beaucoup de gens ont cette motivation selon laquelle il faut aller vers les leviers de l'autorité et commencer à exiger que les gens fassent donc des changements. Je crois vraiment aux solutions venant de la base. Si j'achète ce terrain et que je commence à construire ma forêt dans le désert, je n'ai besoin de la permission de personne. Je n'ai pas besoin de me coordonner ni d'utiliser des agents du gouvernement pour que cela se réalise. Je commence à travailler. Et en ce qui concerne l'immigration, je n'ai absolument aucune influence sur la politique frontalière et je ne vais pas plaider pour plus ou moins d'immigration. Mais ce que j'espère vraiment avec cette vidéo, c'est que quelqu'un qui la regarde prenne davantage conscience de la gravité de la situation. Nous ne savons pas combien d'entre eux meurent, mais si moi, ici, pratiquement seul dans le désert, vous savez, j'ai un ami avec moi. Mais plus ou moins tout seul, je rencontre des personnes qui sont en train de mourir. Combien d'autres sont ici ? Combien de personnes meurent ? Faire un voyage qui pourrait se faire en bus ? Ou, vous savez, je n'ai pas de solution, je n'en ai pas, vraiment pas. Donc pour moi, avec l'immigration, c'est vraiment comme ce projet où je me suis juste lancé et je le fais. Avec l'immigration, je ne veux pas encourager les gens à traverser et risquer leur vie. C'est vraiment une très mauvaise idée. C'est très dangereux. Mais si je rencontre quelqu'un et qu'il a besoin d'aide, je crois profondément en ce verset. Tout ce que vous faites pour le plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous le faites. Et si quelqu'un a besoin de mon aide, ou s'il a besoin de nourriture ou d'eau, c'est simplement la base de l'humanité. Je ne peux pas ne pas les aider, même si la section des commentaires va en faire un débat politique. J'espère que cette histoire porte davantage sur la compassion humaine et sur la façon de servir ses frères et l'humanité, même quand on n'a pas choisi d'être dans cette situation. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez l'impression d'avoir un quelconque pouvoir ou une quelconque influence dessus. Vous trouvez les occasions de servir là où vous le pouvez.
et vous laissez les autorités compétentes faire leur travail, même si elles ne le feront probablement pas. Merci d'avoir regardé. Il a remarqué qu'il perdait beaucoup de liquide hydraulique. Et maintenant, le moment de vérité.